Un film qui a démarré sa carrière à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, excusez du peu, et qui, d'une façon peut-être plus modeste, mais très intéressante parce que c'est face à une salle pleine de public suisse-alémanique, a été présenté hier après-midi aux Journées internationales, aux Journées cinématographiques de Soleure. L'escale de Kaveh Bakhtiari va sortir après-demain, le 29, mercredi, dans toute la Suisse romande, et quelques jours plus tard, il sortira en Suisse alémanique. Je vous le rappelle, parce que c'est important que vous le disiez autour de vous. Ce soir, c'est en fait la véritable première romande du film. Nous sommes très heureux, nous, la Cinémathèque suisse, de l'accueillir ici au Capitole. Et j'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir les deux producteurs du film, producteurs suisses, pour Louise Productions, Elisabeth Garbar et Heinz Dill. Alors à vous la parole. On profite de cet instant pour saluer et remercier ceux qui ont permis à ce film d'exister. Ainsi que tous les partenaires qui ont rendu le film possible. Et maintenant, eh bien, celui par lequel l'aventure, ou je dirais plutôt le voyage arrive, Kaveh Bakhtiari. Bonsoir. J'aimerais juste inviter sur scène deux personnes qui sont très importantes. Étienne Curchot, le monteur son et mixeur du film. Je ne sais pas si Étienne est dans la salle. Oh, il est, on l'a vu. Et évidemment, une personne qui était là depuis, vraiment, alors cette fois, depuis le tout début, c'est Maria Vildebron, la collaboratrice artistique, qui pour moi est pour le film. Merci à tous. Je ne sais pas si vous vouliez pas ajouter un. Pas tout simplement, bonne projection et bon voyage. Merci. Merci. Kaveh Bakhtiari. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Je vais poser quand même une ou deux questions, mais comme je l'ai dit avant, s'il vous plaît, préparez les vôtres. Je vais peut-être rebondir sur ce qu'avait dit Elisabeth au début par quelques questions toutes simples, mais je pense qu'elles sont importantes pour resituer le film, c'est-à-dire tout d'abord, au fond, comment le projet est né. Parce qu'au départ, tu es un homme de fiction, tu as écrit un court-métrage de fiction, je crois qu'avant, il y avait aussi des projets de long-métrage de fiction, et te voilà embarqué dans cette histoire. Donc en fait, comment c'est arrivé? Oui, j'avais fait plutôt des courts-métrages de fiction avant. J'avais fait un court-métrage de documentaire. Et mon précédent court-métrage, j'étais sélectionné dans un festival en Grèce, où il m'avait invité évidemment à venir le présenter. Et à ce moment-là, j'étais en train d'écrire. La fiction, le premier long-métrage, enfin je m'attelais à ça. Et j'ai décliné l'invitation, et le même jour, j'ai appris que mon cousin, qu'on voit dans le film, là, donc, lui qui voulait juste passer clandestinement, bah, il s'était fait arrêter, 3 mois en prison. Donc d'abord je vais sur place pour voir comment je pourrais l'aider, et je me dis secondairement ça va sans doute nourrir la fiction que j'étais en train d'écrire. Et voilà, quand j'arrive sur place, comme on voit dans le film, j'ai vraiment une place dans le groupe, et je me dis non mais là le genre juste serait vraiment un documentaire. C'est comme ça que ça part en fait. Mais après, tu tournes, combien de temps? Comment ça se passe? Enfin, tu vas, tu viens, ou tu t'intègres au groupe, et au fond, comment ça existe? Comment tu existes par rapport à eux? Avant de partir, je prends quand même la caméra avec moi, une toute petite caméra. Je pensais que ça allait vraiment servir de repérage, quoi. Et c'est la première scène du film. Et
en fait, j'arrive sur place, je vois que je suis vraiment intégré, mais même au-delà du film, en fait, je vois que j'arrive à m'entendre avec eux et peut-être que je pourrais vraiment les aider. Et eux, ils m'aiment bien, donc il y a vraiment un feeling qui se passe entre nous. Et après, je me dis, bon, bah, il faut écrire un dossier, il faut faire le documentaire. Donc je reviens, j'écris le dossier, on lance la production. Et à partir du moment où je pars vraiment en tournage, c'est 6 mois non-stop. Ça dure à peu près sur une année. Et c'est 6 mois non-stop. Donc en final, je finis par rester plus longtemps que plein de personnages qu'on voit dans le film. Et quand tu reviens, tu as recueilli un matériel assez incroyable, j'imagine, long, important, et comment à un moment donné s'articule la construction du film à partir de ce que tu as recueilli? Non, j'avais déjà l'idée, en tout cas le dispositif était assez clair pour moi. C'est vraiment, on reste dans les lieux, on ne sort que si eux ils veulent sortir, etc. etc. Donc ça c'était assez évident, donc, le cadre était vraiment posé scénaristiquement. Après tous les matins je m'isolais dans un café pour un peu prendre du recul et puis j'écrivais les 600 scénarios possibles qui pouvaient se dérouler. J'avais évidemment beaucoup de retard sur les événements, mais je m'attelais à faire ça. En même temps, il y a une chose qui est très frappante dans le film, c'est ta position. C'est-à-dire que dans le montage, dans le choix que tu as fait des images, dès le début, tu as ta position de à la fois cinéaste et à la fois cousin, homme, présent et intégré. D'ailleurs, et tu le rappelles tout le temps, il y a le regard de l'ambulancier, enfin qui est un regard qu'on pourrait facilement couper au montage, et tu le gardes. Donc il y a vraiment un choix de montrer ta position au sein de ce groupe. C'était important, je me disais, je me mettais dans la peau du spectateur en fait. Et je me disais, finalement, comment être le plus sincère possible avec ce film. Parce que si ça manquait de sincérité, on serait tombé dans peut-être dans du voyeurisme, c'était aussi le risque de tomber dans quelque chose de très voyeur. Mais à partir du moment où j'ai vraiment une place quelque part, si toutefois j'étais voyeur, je l'étais envers moi-même aussi. Et ces regards caméra, ils sont évidemment importants. Je conceptualise en fait ma position, qui se matérialise à travers cette scène un peu de science-fiction avec le passeport en ultraviolet. J'ai l'impression, en tout cas, on arrive avec moi, ça c'était important qu'on arrive avec moi, et qu'en même temps que moi j'essayais de comprendre, le spectateur se rentre dans le film gentiment, et à un moment donné, je m'efface jamais vraiment, mais je laisse libre cours au spectateur parce que je me dis là c'est bon, là, le spectateur a sans doute maintenant à ce stade-là fusionné avec les personnages. Évidemment, il m'amène directement sur le spectateur, qui est vous, enfin j'en suis un, mais j'avais déjà vu le film avant, donc j'ai un peu d'avantage sur vous, mais maintenant c'est un peu aussi à vous. Des micros circulent dans la salle, 2 micros circulent, rappelez-vous que la salle est grande, donc juste pour qu'on entende votre question, ce serait bien que vous preniez le micro. À vous la parole. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Qui c'est qui se lance courageusement? Ne me laissez pas. Là, évidemment c'est au milieu, donc le micro va mettre un tout petit peu de temps. Merci à la participation, c'est toujours très confraternel. Voilà, merci. Bonsoir. J'aimerais savoir si votre présence a eu une influence sur les événements. Toujours, de toute façon. Et dans ces scènes de grève de la faim, il y a sans arrêt 20 à 30 personnes. Mais moi, par rapport au dispositif, au scénario et à la construction dramaturgique, c'était important qu'il y ait le moins de pollution des autres personnes. Merci. Merci. D'autres questions? Ici au premier rang, et puis après derrière. Attendez, alors, il y en a plusieurs là. Bon, attendez, alors on va commencer par ici au milieu. Puis après, je crois qu'il y a une question derrière. Voilà, merci, bonjour. Moi, c'est une question plutôt personnelle, en même temps votre point de vue personnel, mais vous gardez quand même un regard assez neutre derrière votre caméra, vous laissez les autres avoir leurs propres émotions, mais vous, on les connaît pas, mais vous avez quand même eu des moments de révolte, de chagrin, je sais pas, des choses qui étaient quand même dures à maîtriser, ou bien vous avez réussi à toujours avoir un regard très professionnel. C'est toujours la question. Maintenant que le film est fini, je me suis demandé s'il n'y avait pas un meilleur film à faire, que c'était quelqu'un qui me filmait moi en train de le faire. C'est toujours là. Mais après,
quelque part, ce que moi je ressens, et ce que j'ai ressenti évidemment, c'était des difficultés, mais que je voulais pas laisser transparaître dans le film. Je voulais, effectivement, je pense qu'on le devine, je le suggère, ça. Mais je trouve que mon rôle de passeur s'arrêtait là, parce que moi je jouais le rôle de passeur envers le spectateur. Et je pouvais pas, ou je voulais pas, et je pense que c'était pas vraiment nécessaire que je m'attarde sur mes émotions, etc. Alors, au-delà de ce qu'on voit dans le film. Et dans ceux qui sont arrivés, ceux qui ont réussi, il y en a qui ont réussi à régulariser leur situation. D'ailleurs, il y en avait 2 qui étaient avec nous à Cannes. Amir était là pour présenter le film. Puis celui qui met les lentilles, là, les lentilles bleues, il était là aussi, parce qu'ils étaient régularisés, du coup ils sont venus présenter le film. D'autres sont en errance encore quelque part en Europe. Statistiquement, en fait, dans ce film, il se passe quelque chose d'assez incroyable, parce que malgré tout ce qu'on voit, il y a un taux de réussite qui est presque pas réaliste par rapport à ce que j'ai vu autour de moi dans les autres pensions. Comment est-ce que les personnages en fait réagissent par rapport à la caméra? Comment est-ce qu'ils l'adoptent? Quelles sont leurs réactions au départ et comment est-ce qu'ils évoluent en fait avec la caméra? Je pense que le fait que je conceptualise mon personnage dans le film fait qu'en fait, paradoxalement, ils finissent par oublier cette caméra. Parce que je me fais tellement pas oublier moi qu'ils en oublient la caméra. Et c'est comme... oui, c'est comme... voilà, si on veut cacher quelque chose, autant le mettre au centre du village. Il y a un aspect comme ça. Après, ils ont vu... Au début, en fait, ils n'ont pas cru jusqu'au bout. À un moment donné, ils avaient mal au cœur pour moi en se disant c'est pas possible. Avec une petite caméra, je sais pas ce qu'ils croient pouvoir réussir à faire. Donc il y avait même à un moment donné un peu... ils me disaient, mais tu sais, tu devrais un peu retourner chez toi, te reposer, un peu prendre du recul. Peut-être que, voilà, je sais pas, va voir ta famille un peu. Et après, tu reviendras, nous, on va pas partir. Enfin, voilà. Il y avait des choses comme ça qui étaient dites. Et après, le fait que je reste, malgré tout ça, et puis qu'ils me voient vraiment lutter, du coup, il y a eu un respect. Il y a eu un respect de ce que j'étais en train de faire, et d'un coup, ils se sont dit, bon, bah, il donne tellement de valeur, apparemment, il y croit tellement, que, bah voilà, on va respecter ça, et on va l'aider. Après, les premières fois où j'arrive, il n'y a presque pas d'animosité, mais j'arrive, à part 1 ou 2 personnages, il n'y avait pas vraiment des gens qui ont dit arrête de filmer ou des choses comme ça. Puis ils me faisaient confiance, ils savaient que ils avaient senti peut-être, ou ils retrouvaient peut-être une certaine pudeur en moi qu'ils avaient eux-mêmes, donc ils étaient absolument, mais complètement confiants dans le fait que j'allais pas montrer des choses trop impudiques, parce qu'on quand même on vit ensemble 24 heures sur 24, on est les uns sur les autres. Ça aussi, ça participe, je pense, à la confiance qu'ils ont accordée, quoi. Je finis juste par rapport à une scène où il dit « il nous embête avec sa caméra ». Cette scène, elle est restée dans le film parce qu'en fait, j'estimais justement, par rapport à la question que Frédéric m'a posée avant, qu'en fait, cette scène, elle raconte 2 choses. C'est pas juste « il nous embête avec la caméra », parce qu'ils me disent 2 choses. Ils me disent « tu nous embêtes avec ta caméra, mais arrête de filmer et va faire quelque chose ». Donc ça, c'est en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'inconsciemment, je pense, mais très consciemment, pour moi, il m'ancre dans le groupe et je deviens vraiment membre du groupe. Donc ils refusent quelque part la caméra, mais ils me disent « mais vas-y, va faire quelque chose ». C'est pas l'entité de l'homme à la caméra qui refuse. Donc en fait, c'est à ce moment-là qui m'accepte. Pour moi, c'est là la déclaration « tu fais partie de notre groupe ». Il y a une scène qui m'a intrigué dans votre film. C'est au bord de la mer. Il n'y a pas beaucoup de scènes extérieures de ce type. Il y a un magnifique coucher de soleil, il y a des vagues, il y a un feu de bois. Et tout à coup, il y a une apparition d'un personnage qui visiblement est un grec, et avec une petite fille. On apprécie le côté humanisant de cette scène. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que le personnage a débarqué pendant le tournage ?
Ouais, là c'est du making-of. En fait, moi, au montage, je décide d'un coup de dire voilà, on va sortir que à ces moments-là. Mais il y avait plein de fois où on sortait, et ils sont pas sortis que les moments où on voit dans le film. Il y avait vraiment beaucoup d'autres fois où ils sortent, toujours dans une urgence. Et moi, je décide de réduire ça à des moments bien spécifiques qui, dans l'agencement du film, vont vraiment être signifiants. Et en fait, ce monsieur, quelques semaines avant, Amir me dit viens, je vais te montrer quand même le bord de la mer. J'avais pas encore vu la mer en fait, en Grèce. En avion, il a dit viens, je vais te montrer le bord de la mer, ça nous fera respirer un peu. De toute façon, on peut pas tous y aller. Viens, on y va. Il y avait mon cousin, Amir. Et je pars et je filme tout ça. Et on arrive exactement à cet endroit. On s'éloigne du centre d'Athènes. Et on fait ce feu. Et il faisait très froid ce jour-là, il y avait un vent. Et à un moment donné, il y a ce monsieur qui passe et Amir lui fait un petit coucou, commence à lui parler en grec et lui dit, parce qu'il avait sa petite fille, il a fait mais si vous voulez vous réchauffer un peu vers le feu, et puis voilà, là, donc on commence à discuter comme ça. Mais très peu, vraiment des banalités. Et le jour J, donc là où la scène que j'ai décidé de laisser dans le film, Gayana s'est fait arrêter, la femme arménienne, et puis tout le monde va vraiment sortir, du coup on part. Et à un moment donné, je dis, mais allons, il faut vraiment partir là où Amir nous avait amené, je pense que c'est le lieu le plus sûr, on ne va pas descendre avant. Et du coup, on va là, au même endroit, on refait le feu. Et là, je vois le même monsieur qui passe avec sa petite fille. Voilà, et puis c'est la magie du documentaire à ce moment-là. Et je lui fais un signe de la tête, je lui remontre le feu, en me disant, il va sans doute venir. Et après, il vient, et c'est la scène que vous voyez dans le film. Et là, vraiment, il y a une communication. En plus, il se met à parler, d'où vous venez, il comprend que c'est des clandestins, etc. Et pour moi, c'est une scène qui raconte beaucoup sur leur passé, je trouve, aussi. Avec cette petite fille, ce côté de cajoler cette petite fille, ça raconte énormément pour moi sur leur passé. Bon, le film est magnifique, merci. Et tout ça, ça se passe en Grèce. C'est des gens qui stagnent là pendant quelques temps. Et puis moi, j'avais juste envie de dire que ça se passe aussi ici. Il y a beaucoup de gens qui stagnent, qui sont des gens pour lesquels on ne rentre pas en matière sur leurs demandes et qui stagnent ici. C'est facile de dire ça se passe en Grèce, mais ça se passe beaucoup plus près de chez nous aussi. Voilà, merci. Oui, non, mais je pense que vous avez raison. D'ailleurs, la volonté à l'écriture de pas assister sur le décor, on voit vraiment pas la Grèce. Hein. Franchement, ça pourrait être n'importe où. J'aurais presque pu dire, ça aurait pu être le lac Léman et un monsieur passé avec sa petite fille, ou ailleurs. C'était une manière de pas trop ancrer, justement, de pas étiqueter la situation à une géographie précise. Voilà, c'était aussi cette volonté, même le décor, de pas insister, de construire un décor complètement fragmenté. Dans cet appartement, finalement, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble cet appartement. Ça participe à ça, c'était la volonté, de base en tout cas. Il y avait une question là au milieu. Oui, monsieur qui a levé la main depuis un moment. Puis après, je crois qu'on va... Je pense que ce serait... Oui, bonsoir. À deux reprises dans votre film, l'image s'interrompt brusquement. Et en particulier, je crois, la première fois, on voit une main qui semble vouloir masquer la caméra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de ces deux brusques cassures? Ça, c'est des choix que j'ai fait après au montage, parce que ça faisait partie, parce que c'est deux moments dans le film où j'estime qu'il y a une frontière aussi par rapport à mon rôle, et je vais changer de casquette. À ce moment-là, je vais devenir un homme citoyen au sens basique, et je vais moi vraiment, pour le coup, intervenir sur ce qui est en train de se passer. C'était très facile de ne pas les mettre, ces deux moments, ne serait-ce que de mettre le noir, mais la main était importante, c'était vraiment d'affirmer que voilà, à partir de là, moi je vais devenir actif sur le réel, je vais aller chercher celui qui s'est fait arrêter, et je change de casquette clairement. Et pour moi c'était la limite. Et là ça partait plus sur ma recherche, et du coup je prenais trop de place, j'estimais. Et voilà, en fait ces deux moments aussi représentent une frontière dramaturgique pour moi. Mesdames et messieurs, ouais, je crois qu'on peut applaudir Charlie.
excuse, je dois juste dire deux choses. La première, c'est que je vous rappelle à tous que le film sort le 29, donc mercredi. Dites-le à tous vos amis si vous avez aimé le film, et comme on dit, si vous n'avez pas aimé le film, dites-le à vos ennemis. Et deuxièmement, un apéritif vous attend dans le hall, ici en bas, offert par Louise Productions, la RTS et Cinéforum. Donc n'hésitez pas à boire un verre et à continuer la conversation. Encore merci Kaveh Bakhtiari. Merci à vous. Merci.